Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler aujourd'hui de mon parcours d'investisseur. Et oui, parce que vous avez devant vous pas seulement un conseiller financier, mais un investisseur. Donc j'ai investi en bourse par moi-même. Donc vous avez à la fois la partie théorique et de par mon expérience, la partie aussi pratique de l'investissement. Alors tout a commencé en 2021. En 2021, je venais de démarrer mon parcours en finance après une licence de mathématiques. J'avais terminé ma licence, je me suis lancé dans une école de commerce à l'ESG Finance où j'ai fait ce qu'on appelle une année passerelle, donc qui m'a permis d'avoir en gros, un bachelor en une année avant d'aller vers le master. Donc en fait, déjà à ce moment-là, je m'informais déjà en fait sur, la finance, les investissements depuis déjà 3-4 ans, donc depuis à peu près le bac. Je commençais à regarder, des vidéos, c'est comme ça que j'ai un peu découvert, donc les vidéos YouTube d'investisseurs qui parlaient d'investissement en bourse. Je lisais des livres aussi à ce moment-là déjà et je me formais, du coup, comme ça, par moi-même et puis je me suis dit: «Bah, en fait, je vais en faire mon métier» et c'est, à ce moment-là, donc après ma licence, que j'ai décidé d'aller dans le parcours, finance et en cette, du coup, cette début d'année 2021, en fait, j'étais enfin prêt à ce moment-là à faire ce que tout le monde disait, c'est-à-dire démarrer le plus tôt possible. Parce qu'effectivement, si on démarre, avec 10 ans de retard, on perd beaucoup, beaucoup de d'argent. Donc ça, beaucoup d'études, et de gens en parlent et le montrent avec, des schémas. Je vous mettrai un petit schéma aussi pour illustrer ça. Le fait de démarrer le plus tôt possible, c'est le plus important. Alors à ce moment-là, du coup, eh bien, j'avais un ami qui était lui, en fin de master. Donc il était, au moment de faire son mémoire et du coup, on avait discuté pas mal de des investissements aussi. Il en avait un peu expérimenté par lui-même. Il avait fait des formations donc là-dessus. Et du coup, je lui ai demandé, voilà, comment je peux démarrer? Sur quoi je peux démarrer? Est-ce que c'est mieux de commencer par un PEA ou un compte titre? Et donc du coup, à ce moment-là, il m'a dit: «Voilà, pour démarrer, tu peux peut-être déjà commencer par un PEA. C'est assez facile, tu es français, donc on a l'avantage fiscal, du coup, au bout de 5 ans». Et donc lui aussi, bah, il avait un code de parrainage, Boursorama, du coup, il m'a partagé son code et je me suis dit: «Bah, vas-y, je me lance, je commence». J'ai créé mon compte, du coup, sur Boursorama, donc à l'époque, maintenant c'est Boursobank et du coup, voilà, j'ai démarré avec, juste l'ouverture, 300 € pour ouvrir un PEA et j'ai commencé à acheter mes premières actions. Alors, par quoi j'ai commencé? Et ben, en fait, depuis le départ, j'ai été, influencé par, les vidéos, les livres que j'ai suivis et les formations qui, parlaient du coup des types d'investissements et j'étais tout de suite attiré par les actions à dividendes. Parce que moi, mon objectif, ça a toujours été d'avoir des revenus passifs. Enfin, en tout cas, j'ai toujours été, attiré par ça depuis que j'ai découvert la finance. Je trouvais que les revenus passifs avaient, un côté plus serein, que la croissance. Donc, c'est pour ça que au début, je suis pas allé sur, les ETF qui répliquaient, notamment un indice. Alors, ça, voilà, c'était un choix personnel. Ça dépend aussi de l'objectif, des gens et de leur appétence, au risque, à supporter les risques. Donc moi, ce qui ça me plaisait bien les actions à dividendes, chaque année je touchais, des dividendes qui montent, de plus en plus et ça permet d'être libre financièrement, plus tard et puis, ça permet aussi de pouvoir, pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on réinvestit les dividendes, mais plus tard, profiter de ces dividendes-là pour vivre, dessus et sans toucher au capital investi. Ça change beaucoup la norme entre quelque chose qui est capitalisant et au bout d'un certain temps, si on veut profiter de cet argent-là et il faut retirer. Du coup, on retire du capital. Donc ça me plaisait pas trop. Je préférais, avoir un capital qui travaille, qu'on ne touche pas et profiter des dividendes. Donc aussi au niveau de l'historique, des rendements, on a eu en tout cas historiquement, les actions à dividendes, sont très performantes,
voire, alors peut-être pas aussi performante que l'indice global, mais, en tout cas très performante par rapport aux actions dites de croissance. Parce que les actions de croissance, ont des périodes, très prospères où ça marche très, très bien et aussi des périodes où il y a de fortes baisses et donc du coup, moi, ça me plaisait un petit peu moins. En fait, j'étais pas ouais, c'était une question de goût, de profil. Je préfère, avoir des actions, plutôt solides au rendement, avec des dividendes qui est plus prédictible, le dividende, s'il est bien contrôlé, qu'une potentielle, plus-value. Voilà, parce que la plus-value, on ne la contrôle pas, alors que le dividende, c'est un peu plus contrôlable de par, les bénéfices de l'entreprise. Donc si, voilà, l'entreprise fait des bénéfices, on sait que ça va distribuer à peu près tant. Donc je trouve que c'est un petit peu plus, c'est plus prévisible et ça me moi, c'est ce qui me convenait le mieux. Alors ensuite, moi, j'ai commencé avec un tout petit capital, clairement donc comme je l'ai dit, j'ai démarré avec 300 € et ensuite je l'ai alimenté qu'un tout petit peu donc la première année, quasiment pas alimenté. Donc j'ai juste pu acheter quelques actions. J'ai commencé par acheter, du Total, à l'époque c'était Total, Sanofi, Publicis par exemple et ah oui, petite explication sur Publicis, donc Publicis Group, c'est une entreprise qui fait de la publicité pour, des entreprises, donc des publicités très professionnelles et très qualitatives. J'avais assisté à une assemblée générale justement de Publicis et du coup, ils nous avaient montré une publicité qu'ils avaient fait pour, une région ou la CNCF, un truc comme ça pour les trains et c'était, waouh, c'était très poussé. Et donc du coup, à ce moment-là, comme j'avais que quelques actions, le portefeuille était très volatile. Je vais vous montrer une petite image de la volatilité et des performances de mon portefeuille, du coup, la 1re année. Et donc voilà, c'était très très volatile, les performances n'étaient pas très bonnes. Mais par exemple, Publicis, je sais que je l'avais acheté à un super bon prix parce qu'au bout de 1 ou 2 ans, j'avais fait presque 100. Voilà, je l'ai acheté vraiment à l'époque quand c'était autour de 40-50 € et elle est montée presque à 100. Donc c'était le bon moment pour en acheter et voilà, les dividendes étaient déjà, bien, donc pour ces entreprises-là, et c'est ce qui me réconfortait en tout cas, ce sont, voilà, des bonnes actions. Alors ensuite, donc 2022, il s'est pas passé grand-chose, mais 2023, c'est une nouvelle étape dans mon parcours d'investisseur où, en fait, enfin, fin 2022, je démarre en tant que, alternant, au sein d'une banque, pour mon master et du coup, dès que j'ai commencé à travailler, à avoir mes revenus, je me suis dit que j'allais mettre une partie, du coup, tous les mois sur, mes investissements et donc ça m'a permis d'alimenter ces portefeuilles qui étaient, pour l'instant un peu petits et je pouvais pas faire, grand-chose. En tout cas, ça m'a permis de bien renforcer le PEA et surtout de découvrir les actions internationales parce que c'est à ce moment-là que j'ai démarré du coup avec, la découverte d'un compte titre. Donc j'ai démarré début 2023. Alors déjà sur, mon PEA, donc je l'alimentais un petit peu tous les mois et ça m'a permis d'atteindre les 10-12 actions du coup sur mon portefeuille. Alors ça a grandement diminué la volatilité, ça l'a bien abaissé. Donc petit graphique aussi où je vous montre, voilà, ça a pas donné une rentabilité, exceptionnelle, mais ça a permis de bien stabiliser le portefeuille et voilà, d'éviter les grosses baisses que j'avais eues, par le passé et du coup, ça a aussi augmenté forcément mon rendement et surtout le rendement des dividendes, parce que le rendement, voilà, moyen n'était pas, tip top et puis, j'ai aussi appris, hein, grâce à ces premières années, ces découvertes, de l'investissement en bourse. Donc j'avais acheté du AXA, Vicat, Pernod Ricard, CBO Territoria, Aperam, Vinci et Bouygues. Donc je vais pas détailler chaque action, beaucoup, en connaissent, de nom. AXA, Pernod Ricard, c'est connu. Vinci, c'est connu. Bouygues, c'est connu. Voilà, il y a que
CBO Territoria, c'est, de l'immobilier dans les îles. Et Aperam, c'est un fabricant, il y a Vicat. Vicat et Aperam, c'est les matières premières, ils fabriquent du ciment. Aperam, c'est plutôt du fer, donc de souvenir. Voilà. Alors du coup, début 2023, c'est là où j'ai démarré du coup mon compte titre, donc j'ai démarré chez DeGiro. Au début, je voulais le faire chez Lynx Broker, mais Lynx Broker a demandé, 3 000 € au démarrage pour ouvrir le compte, donc c'était beaucoup trop. Interactive Broker, demandait pareil, je crois que c'était peut-être 1 000 € à l'époque, et puis la plateforme, même s'il avait de très bons avis, me paraissait moyen. En tout cas pour démarrer, DeGiro, était excellent. Donc voilà, j'ai démarré par ça. Et du coup, j'ai tout de suite commencé par acheter de l'or en premier et des obligations chinoises. Alors pourquoi or et obligations chinoises? Parce que, j'ai été influencé et ça me convenait aussi par, les informations et les vidéos de Charles Gave qui parlait du coup eh bien de la perte de croissance qu'on a en Europe et aux États-Unis, et par contre qu'en Asie, eh bien ça poussait fort. Donc du coup, au niveau de la monnaie aussi qui était de plus en plus mauvaise, et de la perte du dollar et de l'euro, que les États sont super endettés, qu'il y a beaucoup d'inflation, bah, en cas d'inflation, l'or est ce qu'il y a de mieux. Et les obligations chinoises, c'est pour avoir, du rendement, décorrélé du coup de ces monnaies-là. Donc voilà, j'ai commencé par ça, pour tester. Et puis je découvre en même temps que, en analysant les actions internationales, bah, qu'elles font beaucoup plus d'argent que les actions françaises, et ça c'est exceptionnel. Donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc du coup, j'en ai fait, voilà, une liste, de potentielles actions à acheter, et j'ai aussi découvert à ce moment-là, bah, les actions, chinoises. Et du coup, j'ai dû ouvrir un compte, chez Saxo Bank à ce moment-là parce que justement j'avais une action, c'était une small cap chinoise, et bah, qui était pas chez DeGiro, qui était trop petite pour être dans le catalogue. Et du coup, bah, voilà, j'ai contacté Saxo Bank, je leur ai demandé s'ils l'avaient en catalogue, et du coup, ils l'avaient. Du coup, bah, j'ai ouvert un compte et puis j'ai mis, un billet dessus. Et cette action, bah, c'est Kinetic Development Group. Alors en 2024, ça a été ensuite la stabilisation et la précision de ma stratégie. Donc à ce moment-là, je travaillais, à temps plein dans mon cabinet. Je touchais encore le chômage qui s'est arrêté un p après en cours d'année, et mais je n'avais pas pu investir, parce que ça me permettait juste de vivre, ce que je fais du chômage. Donc du coup, j'avais pas pu investir mes revenus. Donc j'ai du coup géré comme je pouvais mes portefeuilles. Et comme j'avais, par contre du temps, bah, j'ai continué à analyser, à apprendre, du coup, sur le tas, et à affiner ma stratégie. Alors du coup sur le PEA, bah, ça a bien affiné ma stratégie parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait qu'une poignée, d'actions qui étaient bonnes et qui délivraient du bon rendement, et sinon que la plupart n'étaient vraiment pas terribles. Donc du coup, j'ai dû à ce moment-là, alors j'ai fait un petit ménage, je me suis séparé de celles qui ne convenaient pas, et du coup, j'ai gardé que celles que je considérais comme, bonnes. Et donc du coup, je me suis aussi rendu compte que, bah, même même si, voilà, il y a des actions qui délivrent un dividende depuis longtemps en France, bah, en fait, si elles ont pas de croissance, c'est vraiment pas terrible. En tout cas, ça suffit pas. J'ai donc, du coup renforcé avec, bah, des critères de qualité, du coup dans mes portefeuilles. Et donc, voilà, c'est un peu le principe d'avoir un panier de fruits, et on va éliminer les fruits, pourris, ou ceux qui sont en train de pourrir, et garder que les bons fruits. Donc voilà, après, et peu importe s'ils étaient en plus-value ou moins-value, en fait, tant qu'ils sont mauvais, il faut pas les garder. C'est ça qui compte. Donc du coup, là, j'ai vendu AXA,
Vicat, Pernod Ricard, Aperam et Bouygues. Donc déjà, ça fait pas mal du coup de d'actions que j'avais au départ. Mais voilà, AXA, je trouvais qu'elle était bien, mais ce qui me gênait, c'était son endettement qui était trop élevé. Ensuite, on avait Vicat qui, en fait, qui est une action qui est cyclique, avec une activité cyclique. Et du coup, bah, j'ai appris que, bah, ça ne correspondait pas à ma stratégie d'investisseur value à dividende. En tout cas, ça ne collait pas. Voilà, c'est cyclique, ça ne va pas. Pernod Ricard, les chiffres n'étaient plus bons du tout. En tout cas, par rapport à son prix, où elle était actuellement, ça n'allait pas. Du coup, ça ne collait pas, son prix ne collait pas avec ce qu'elle, produisait vraiment. Donc du coup, là, je l'ai vendu à ce moment-là. Aperam, alors Aperam, il y a eu, un effondrement des fondamentaux, incroyable à ce moment-là aussi. Donc la marge a baissé d'au moins 10 points. C'était terrible. Le chiffre d'affaires, le bénéfice, tout avait baissé. C'était, tout n'allait plus. Alors chez Bouygues, bah, je trouvais qu'il y avait, je sais plus ce qu'il y avait, je crois qu'il y avait très peu de, enfin, ah si, chez Bouygues, alors Bouygues, c'est un conglomérat, donc qui contient plusieurs activités. Hein, on connaît tous, Bouygues Télécom, mais il y a aussi Bouygues Immobilier qui fait une grosse branche, et on a aussi une branche, dans les médias, si je me souviens bien. Et donc chez Bouygues, ce qui n'allait pas, c'est que je trouvais que, bah, au final, du coup, les critères qualité ne la validaient pas. C'est-à-dire qu'elle avait, voilà, des marges beaucoup trop faibles, un retour sur investissement trop faible. Voilà, même si, voilà, ça fait de l'argent, voilà, c'était pas suffisant pour moi. Donc du coup, je l'ai enlevé, et au final, j'ai quand même gardé Sanofi, Publicis, Total, Vinci, et CBO Territoria. Donc Vinci, je l'avais peut-être pas dit avant, mais je l'avais ajouté, voilà, en cours de route parce que c'était très bien. Et puis, au prix auquel je l'ai acheté, vers 90 €, 93 €, c'était plutôt bien à ce moment-là. Donc voilà, c'était, très intéressant. Heu et par contre, donc même si je donne ici, mes actions que je possède, cela ne veut absolument pas dire que c'est un conseil en investissement, je tiens à préciser, et que, vous pouvez copier-coller, mes investissements. Parce qu'en fait, moi, ma stratégie, c'est une stratégie value quality. C'est-à-dire que j'ai les critères de qualité sur les fondamentaux qui vont me permettre de sélectionner les actions, et ensuite les critères, ensuite la stratégie value qui me dit que je les investis à un certain prix. Donc je vais les acheter quand c'est à un certain prix, un bon prix d'achat. Donc du coup, si vous les achetez aujourd'hui, c'est pas le même prix auquel je les ai achetés. Donc du coup, forcément, bah, vous avez pas du tout la même performance, et du coup, voilà, ça ne collera pas. Donc faut le retenir, c'est que, voilà, ce que je dis en action, ce sont de bonnes actions. Ça veut pas dire qu'il faut les acheter aujourd'hui, OK? Voilà, c'était un petit rappel. Donc pour la partie internationale, donc avec, mes comptes titres, donc j'ai revendu par contre les obligations chinoises parce qu'elles faisaient que de baisser. Bon, bah, baissaient pas beaucoup, de 5 à 10, mais en fait, je trouvais qu'elles apportaient vraiment pas de valeur au portefeuille. Je comprenais du coup pas pourquoi, elles étaient dans le portefeuille. Alors il y avait peut-être une histoire de change entre l'euro et le yen, non pas le yen, le yuan, pardon. Mais, je trouve que voilà, ça n'apportait rien au portefeuille. Donc, voilà, je l'ai enlevé, j'ai pas gagné d'argent dessus, et je me suis rendu compte que voilà, les obligations aujourd'hui, les obligations ne sont pas une classe d'actifs où il faut s'investir, en tout cas dans mon portefeuille. Il y a des obligations qui sont intéressantes toujours, mais c'est des obligations high yield, des obligations d'entreprise. Heu et donc là, il faut avoir les opportunités, c'est un peu plus pour les professionnels, donc ce sont les sociétés d'investissement qui peuvent saisir ces opportunités-là. Nous, en tant que particuliers, ouais, c'est un petit peu plus compliqué, et puis, ça nous donne
voilà, une rentabilité qui est, à peu près égale ou moins bonne que les actions pour un risque, à peu près pareil parce qu'en fait, les obligations dépendent des taux directeurs. Donc en fonction des taux, bah, ça peut monter ou baisser. Donc voilà, ça peut le risque, je trouve, alors le risque intrinsèque est moins élevé, mais sur les obligations, on peut quand même se prendre du -10, -20%, -30%, comme on a connu, il y a pas si longtemps, en 2022. Donc voilà. Donc j'ai pu analyser et screener aussi une bonne partie du coup des actions et j'ai pu faire quelques observations. Alors, première observation, les actions américaines gagnent beaucoup plus d'argent que les actions françaises. Donc ça, je l'avais un petit peu dit, auparavant, mais c'est énorme la différence, je trouve. Ensuite, les actions américaines sont beaucoup surévaluées. Donc quand je dis beaucoup, c'est en nombre, c'est-à-dire que la plupart des actions américaines sont complètement surévaluées et donc il y a que, vraiment quelques actions qui se comptent sur les doigts d'une main ou de 2 mains qui, sont à un bon prix d'achat. Donc ça veut dire qu'il faut pas se diriger vers ce marché aujourd'hui, c'est un peu trop élevé. Ensuite, à l'inverse, les actions chinoises sont sous-évaluées. Alors c'est peut-être parce que c'est la Chine et qu'on a moins confiance en la Chine, et du coup, il y a moins d'investisseurs qui sont vers là-bas. Et du coup, ça laisse des opportunités qui sont pas comblées, du coup, par le marché. Donc c'est hyper intéressant pour nous, investisseurs particuliers, d'aller chercher ces opportunités-là. 4e, les actions japonaises ont peu de croissance. Bon, bah, ça fait partie du pays aussi. Peut-être que vous le saviez déjà, le pays est en stagflation totale et les actions japonaises, même s'il y en a de très bonnes, eh bien, ont une croissance, vraiment très faible. Donc, voilà, peut-être une ou 2 sont intéressantes, le reste, n'est pas forcément à toucher pour le moment. Et enfin, les small caps ont beaucoup plus d'opportunités, mais ils sont difficiles à trouver avec les screeners. Donc sauf avec, le screener VIS. Donc VIS, c'est Value Investing Screener. Donc un screener qui a été créé par, Rémi de Truchy de Varenne qui lui, bah, va du coup chercher toutes ces informations sur les small caps et qui va nous les révéler grâce à son screener. Donc voilà, je fais pas de publicité pour Viz, mais c'est vrai que c'est l'outil le plus intéressant et le plus clair que j'ai trouvé jusqu'à aujourd'hui, même si, je l'ai pas encore utilisé, je l'ai vu seulement visuellement. Eh bien, voilà, les small caps sont à regarder aujourd'hui bien sûr, dans ce marché surévalué. Alors à ce moment-là, j'ai aussi créé du coup, mes premières res watchlist, et mis en place une application d'alerte boursière. Alors parce que ça veut dire que, voilà, j'avais fait une grosse partie d'analyse du coup des actions internationales que je voulais acheter. Donc ça a constitué ma watchlist, la liste des actions que je trouve intéressantes. Et ensuite, j'aurais déterminé du coup un bon prix d'achat et du coup, j'ai été, télécharger une application, d'alerte boursière qui me disait, voilà, à chaque fois, j'ai rentré l'action et je mettais, si l'action baisse jusqu'à tel prix, eh bien, je reçois une alerte. Donc du coup, ça m'a permis, de recevoir quelques alertes et puis de pouvoir saisir ces opportunités-là, de voir que l'action avait parce que je ne suis pas les marchés tous les jours et donc du coup, ça me permet de recevoir des alertes quand c'est, intéressant. Donc du coup, j'ai pu saisir des opportunités à ce moment-là, lorsque les actions étaient bien rebaissées. Alors j'ai acheté surtout des actions chinoises, un petit du coup, 1 ou 2 japonaises et américaines à ce moment-là, donc sur le compte titre. Ensuite, fin 2024, j'ai lu, ensuite un livre qui a changé ma gestion financière et qui a complètement déterminé la suite de mes investissements. Ce livre, je l'ai avec moi et je l'ai terminé début 2025 et donc ça termine du coup la partie 2025 à aujourd'hui, donc qui dit: «La machine est lancée». Alors ce livre,
C'est L'homme le plus riche de Babylone, écrit par, George Samuel Clason, donc qui est basé sur, une histoire, ou un conte d'un homme qui est pauvre, qui vit à Babylone et qui, avec un ami, se dit, «C'est pas possible d'être dans la ville la plus riche du monde, et de toujours rester pauvre autant que l'on est. Il faut qu'on fasse quelque chose». Donc du coup, dans cette histoire, il raconte, comment il a rencontré, du coup, l'homme le plus riche de Babylone à ce moment-là, et il lui a posé la question, comment est-ce qu'il a fait pour devenir riche et comment on peut faire la même chose? Et donc du coup, il lui a divulgué son enseignement, et l'enseignement principal, et c'est ce que j'ai décidé de mettre en place dès le début, dès que j'ai terminé du coup ce livre, c'est de mettre de côté un dixième de tout ce qu'on gagne. Et bien, en fait, peu importe le montant. Donc, dans l'exemple, il parlait de 10 pièces d'or. Eh bien, il pouvait vivre avec 9 pièces d'or, et la dixième, il devait la garder de côté et ne pas la toucher. Donc ça, c'est la règle la plus importante du coup que j'ai décidé de mettre en place, et une fois, qu'on a une certaine somme de côté, il faut l'investir. Et il faut l'investir judicieusement, intelligemment, sans trop prendre de risques, et surtout avoir, il vaut mieux avoir un rendement, plus faible, mais continu, ou serein. On est sûr de on est sûr de l'avoir, plutôt que d'avoir un hypothétique rendement plus élevé, mais beaucoup, beaucoup moins sûr. Donc ça, c'est les enseignements de ce livre. Et donc ça m'a permis de commencer, même avec 1 € ou 2 €. Des fois, quand je gagnais, voilà, dès que je gagnais 10 €, j'investissais 1 €. Je faisais un virement d'1 € de mon compte vers mon compte titre, et du coup, cela m'a permis de faire progresser mes portefeuilles lentement mais sûrement, et du coup d'investir plus régulièrement, et au bout d'un an, j'ai quasiment doublé la somme que j'avais sur les portefeuilles. Alors oui, comme je le disais, au départ, j'avais pas forcément beaucoup d'argent. Je l'étais monté à 500 000 €, après mon alternance, ou 1000, oui, par là, 1000 et quelques. Et du coup, fin 2025, j'avais, quasiment doublé, donc j'étais à quasiment 3000, presque 3000, sur mon compte titre principal, et sur, le PEA également. Et donc j'ai commencé aussi à mettre en place un suivi, des performances sur Excel. Alors sur le PEA avec Boursorama, on arrive à suivre la performance. Donc comme on le voit sur les graphiques, ils nous font du coup un graphique. On voit les performances d'année en année. On peut voir, du coup la croissance des dividendes. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Et en fait, je me suis rendu compte du coup à ce moment-là que, j'avais des performances moyennes, donc mais que les dividendes montaient après année. Et mon PEA était, assez volatile, et les performances n'étaient seulement que de 4-5 par an. Donc c'est vrai que je suis un peu déçu, heu, avec le PEA, mais c'est largement compensé, par, le compte titre, enfin, ou les 2 comptes titres que j'ai. Donc sur DEGIRO, mon portefeuille, lui, il est vraiment stable. Lui, j'ai commencé à faire un graphique, mais ça comptait pas toute la performance en compte. C'est-à-dire que j'avais une plus-value, je comptais la plus-value actuelle, le prix actuel du portefeuille, mais ça ne comptait pas la performance globale avec les dividendes. Donc en fait, j'ai dû tout recalculer, et donc cette fois-ci, sur le compte titre, donc ça me fait plutôt du 8 à 10 en moyenne par an, donc beaucoup mieux. Certaines valeurs, sont montées, très haut en plus-value, 60-80. Je suis même monté à 100 sur certaines actions en plus-value. Donc forcément, c'est compensé par, quelques lignes, donc des actions qui sont à -20. Mais ça, c'est pas très grave, parce que, voilà, comme je dis, c'est compensé. Puis le -20, en fait, 6 mois après, il est repassé à 5. Donc c'est
c'est pas très grave, c'est temporaire les moins-values. Donc du coup, ça m'a permis de bien calculer les plus-values en comptant aussi les dividendes et ça me fait mon rendement total. Donc du fait de ma composition avec, surtout de l'or et des actions asiatiques, je n'ai pas vraiment subi aussi de baisse donc qui est surtout sur le compte titre, qu'il y a eu, en début d'année avec les déclarations de Trump, par exemple, donc en 2025. Même cette année en 2026, hein, j'ai pas forcément subi, de pertes. C'était plutôt stable, donc ça, c'est vraiment dû à ma composition du portefeuille et donc j'ai pas encore de chiffres sur, les performances, annuelles, parce que DeGiro, bah, ne fait pas le calcul. Du coup, les premières années, les premières années, je les ai pas, mais j'ai, le total depuis que j'ai commencé, donc j'ai dû, calculer, à la main et donc voilà, ça me fait aujourd'hui autour de 30 de rendement total. Donc voilà, depuis 2023, donc ça fait, 2023-2024, 2025, ça fait 3 ans. Donc voilà, ça fait à peu près du 10 par an. Donc c'est ce que je disais et sur Saxo Bank, par contre, donc du coup, j'avais acheté, l'action Kinetic, l'action chinoise et donc là, cette fois-ci, celle-là, elle m'a fait plus de 200 et donc du coup, j'ai multiplié par 2. Du coup, mon rendement, ça m'a fait du coup beaucoup de liquidités en plus parce que ça a versé des gros dividendes en plus. Parce que j'avais là une grosse plus-value plus des gros dividendes. Donc du coup, bah, j'ai dû réinvestir ces dividendes. Je voulais les réinvestir dans Kinetic, mais le prix d'achat était trop élevé. Il fallait, acheter 1000 actions. Mais 1000 actions, en fait, ça représente, c'était 2 000 – 3 000 €. Donc non, non, j'avais que 200 – 300 € de liquidité. Du coup, bah, j'ai racheté de l'or et un ETF aussi, un ETF actions et dividendes pour faire travailler cette liquidité. Alors aujourd'hui, donc je peux dire que la machine est lancée. Ça y est, j'ai ma gestion financière qui est au point. J'ai ma watchlist qui est prête. J'ai mes alertes boursières, pour m'alerter en cas d'opportunité qui arriverait et donc voilà, aujourd'hui, je vois quelques opportunités. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt pour, une nouvelle vidéo sur YouTube. À très vite.